Maîtriser le risque pénal par la délégation de pouvoir, il s'agit là d'une question très importante car nous allons, après avoir présenté la question, voir quelle est la validité de la délégation de pouvoir et ensuite l'efficacité de celle-ci. Nous verrons qu'elle est fonction de la nature de la délégation concernée. Le risque pénal est souvent sous-évalué par les dirigeants. En effet, il ne suffit pas de se conformer à la réglementation pour éviter des poursuites pénales. À vrai dire, c'est une démarche passive, trop souvent passive. La menace pénale est considérée à tort comme une conséquence parmi d'autres du non-respect de certaines règles. Et là, il y a un risque. Le risque d'une vision tronquée et dangereuse, car ainsi, le risque pénal n'est pas appréhendé pour lui-même. Or, il est important d'adopter préventivement une gestion spécifique du risque pénal. Et au premier chef, il faut procéder à un audit pénal. C'est-à-dire qu'il faut identifier les infractions commises ou susceptibles d'être commises par l'entreprise au moyen d'une grille d'analyse qui lui est propre, c'est-à-dire en fonction de ses activités, de ses pratiques ou de ses modalités de fonctionnement. Et sur cette base, un certain nombre de propositions sont formulées pour ensuite établir des protocoles qui visent soit à entraver la commission d'infractions volontaires, soit à réduire les risques d'infractions involontaires. Mais assurément, le meilleur outil de gestion du risque pénal constitue la délégation de pouvoir. Elle est devenue un instrument indispensable d'organisation de la gouvernance de l'entreprise. La délégation de pouvoir, pourtant, est une création issue de la pratique. Elle n'est régie par aucun texte spécifique, mais elle est reconnue valable par la jurisprudence. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste tout simplement, pour un dirigeant, le délégant, à transférer à un subordonné une partie de ses pouvoirs, avec, bien sûr, la responsabilité pénale qui s'y attache. L'utilité et la légitimité de la délégation de pouvoir varient en fonction de la taille de l'entreprise. Dans une très petite structure, la délégation de pouvoir peut apparaître au juge comme une manœuvre du dirigeant pour se décharger de ses responsabilités à bon compte. Dans une entreprise moyenne, au contraire, ou dans une entreprise importante, ce sera au contraire l'absence de délégation de pouvoir qui pourrait être reprochée au dirigeant et constituer une circonstance aggravante de sa responsabilité pénale. La délégation de pouvoir, c'est important de le préciser, ne doit pas être confondue avec certaines situations proches, notamment avec la délégation de signature. Le délégataire de signature, comme son nom l'indique, n'est investi que du pouvoir de signer au nom et pour le compte du délégant. Mais le délégant reste seul décisionnaire. Et les éventuelles décisions que le délégataire pourrait prendre sont réputées être celles du délégant, qui n'est pas dessaisi, c'est-à-dire que le délégant continue à assumer pleinement sa responsabilité. De même, la délégation de pouvoir ne se confond pas avec le mandat, même si elle en emprunte certains aspects, car, là encore, le mandant n'est pas dessaisi de ses pouvoirs, il continue d'assumer la responsabilité afférente à ses pouvoirs, y compris la responsabilité pénale. Ceci précisé, il faut insister maintenant sur deux questions essentielles concernant la délégation de pouvoir, à savoir sa validité et son efficacité. La validité de la délégation de pouvoir, et par conséquent son efficacité en tant qu'instrument de gestion du risque pénal, est soumise à plusieurs conditions de fond. Certaines conditions concernent le délégant. Le délégant doit être le chef d'entreprise, c'est-à-dire le dirigeant qui détient l'ensemble des pouvoirs de direction de l'activité de la société. Pour les principales formes sociales, il s'agira du gérant, du président du conseil d'administration ou du directoire, ou du directeur général, ou encore des directeurs généraux délégués, et si l'on est dans l'hypothèse d'une SAS, il s'agira du président. Il est cependant possible de se voir déléguer des pouvoirs par une autre personne que celle que nous venons de mentionner, en cas de subdélégation. Autrement dit, en cas de délégation en cascade. Le délégataire, en effet, va déléguer à son tour à l'un de ses subordonnés une partie des pouvoirs qu'il a lui-même reçus par délégation.
Les subdélégations sont possibles, sauf mention contraire dans la délégation initiale. Ainsi, elles aboutissent à une chaîne de délégation, et ces chaînes de délégation sont systématiques, bien sûr, dans les grandes entreprises, où le chef d'entreprise ne peut veiller à tout. Mais attention, elles ne peuvent s'étendre à l'infini, à peine de trop diluer les responsabilités à un échelon inférieur. Les conditions concernant cette fois le délégataire doivent être l'objet d'une très grande attention. Il est d'abord nécessaire qu'il s'agisse d'un préposé, c'est-à-dire d'un titulaire d'un contrat de travail qui est placé sous l'autorité hiérarchique du délégant. Mais surtout, le délégataire doit être doté de la compétence et des moyens nécessaires à la bonne exécution de la mission déléguée. Le contrôle des juges se porte spécialement sur ces conditions. Il s'agit en effet d'éviter que la délégation ne soit une manière pour le dirigeant de se décharger trop aisément de toute responsabilité sur un subordonné dont le seul rôle aura finalement été de lui servir de paratonnerre. Autrement dit, il faut un vrai transfert de pouvoir pour que la responsabilité pénale soit également transférée. La compétence, quant à elle, s'entend non seulement d'une compétence technique, qui est propre à l'activité concernée, mais aussi d'une compétence juridique, au sens d'une connaissance de la réglementation spécifique applicable à cette activité. Autrement dit, cela suppose une qualification ou une expérience professionnelle suffisante. Enfin, l'autorité consiste à pouvoir imposer le respect de ses décisions dans le domaine de sa délégation. Quant aux moyens humains, ils s'entendent de moyens juridiques, techniques ou encore financiers. Enfin, certaines conditions concernent la délégation elle-même. Il est avant tout essentiel que la délégation soit déterminée dans son objet, c'est-à-dire que le périmètre des pouvoirs transférés doit être précisément délimité. D'abord parce qu'une délégation trop générale ou imprécise n'est pas valable. Ensuite, parce que le périmètre opérationnel détermine aussi l'appréciation de la compétence, de l'autorité et des moyens du délégataire. La durée de la délégation, quant à elle, n'a pas forcément à être précisée, mais donc elle peut être ponctuelle comme permanente, mais dans tous les cas, il faut savoir que la délégation de pouvoir est révocable et elle peut être librement attribuée à un autre délégataire. Concrètement, dans les faits, elle est souvent limitée dans le temps et renouvelée régulièrement. Et bien sûr, cela va sans dire, mais mieux vaut le préciser, elle est conditionnée à la fois par la durée des fonctions du délégataire et par la cessation des fonctions du délégant qui la rend caduque. Autre condition essentielle, la délégation doit être acceptée sans ambiguïté par le délégataire. Cette acceptation doit être réelle et doit pouvoir être prouvée. Il ne s'agit pas que le délégataire assume une responsabilité pénale alors qu'il ne souhaitait pas assumer cette responsabilité. Tout cela nous amène à la question de la forme de la délégation de pouvoir. Aucune condition de forme n'est exigée. C'est-à-dire que la délégation de pouvoir, même verbale, est tout à fait valable. En revanche, son existence doit être certaine et son objet déterminé. En pratique, donc, un écrit est évidemment indispensable, ne serait-ce que pour se ménager la preuve de la délégation de pouvoir. Et cet écrit devra préciser au minimum l'objet de la délégation, sa durée, les moyens à la disposition du délégataire, la responsabilité pénale attachée à cette délégation de pouvoir, et elle devra comporter la signature du délégant et du délégataire afin de pouvoir faire preuve de l'acceptation de ce dernier. Intéressons-nous maintenant à la question de l'efficacité de la délégation de pouvoir. Lorsqu'elle est valable, la délégation de pouvoir a pour effet de transférer au délégataire la responsabilité pénale attachée au pouvoir délégué. Le délégant ne peut alors être poursuivi. Pour la personne morale, la délégation de pouvoir ne change rien. Dans tous les cas, sa responsabilité pénale est engagée par l'infraction commise pour son compte par l'un de ses représentants. Donc peu importe la nature de ce représentant.
Dans le cas de la délégation, cette qualité de représentant change de tête pour être finalement reconnue au délégataire. 3 précisions importantes pour conclure. D'une part, la délégation de pouvoir n'est pas une garantie absolue pour le dirigeant. S'il s'immisce dans les fonctions qu'il a déléguées, les juges considèrent que la délégation de pouvoir n'était pas réelle. Elle perd alors tout pouvoir exonératoire pour le dirigeant. D'autre part, même sans immixtion, le dirigeant peut tout à fait être poursuivi pénalement en tant que complice ou coauteur, s'il a lui-même participé à la même infraction. Enfin, une dernière précision très utile, il est essentiel que les procédures de reporting intègrent le suivi des délégations afin de s'assurer régulièrement que ces délégations sont encore valables et adaptées à la situation de l'entreprise.